Mouvement. Change. Cinéma. Création. Action. Gender equality. Feminism. Indépendance. Engagement. Parité. Role model. Représentation. Sororité. Mindset. Empowerment. Épisode 4. Aïssa Maïga. Women in motion. Depuis 2015, Women in Motion, le programme initié à Cannes par Kering, partenaire officiel du festival, promeut l'égalité femmes-hommes dans le 7e art. En 5 ans, plus de 50 talks ont été organisés. Plus de 70 femmes, actrices, réalisatrices, productrices, sont venues exposer leur parcours, leurs conditions de femmes, leur vision du cinéma. À l'occasion de cet anniversaire, je vous propose de vous replonger dans 5 de ces talks fondateurs. Après Agnès Varda, Jodie Foster et Salma Hayek, nous avons aujourd'hui rendez-vous pour ce 4e épisode avec Aïssa Maïga. Aïssa Maïga est une actrice française très populaire. On la voit régulièrement dans des comédies grand public telles que Prête-moi ta main d'Éric Lartigot ou Les poupées russes de Cédric Clapiche. Mais sa filmographie, une 30aine de films, se déploie également dans le cinéma d'auteur engagé. Elle a tourné avec Michael Haneke, Michel Gondry, Dominique Cabrera et en 2007, son rôle dans Bamako d'Abderrahmane Sissako lui vaut une nomination au César dans la catégorie Meilleur espoir féminin. Mais ce parcours prestigieux, qui pourrait sembler linéaire sur le papier, fait en fait figure d'anomalie. Aïssa Maïga est en effet une des seules actrices noires françaises à parvenir à travailler régulièrement, à faire carrière, comme on dit. Dans un cinéma français majoritairement blanc, les actrices noires sont sous-représentées, sous-payées, cantonnées le plus souvent à des rôles subalternes, souvent encore fortement imprégnés par l'histoire et les représentations postcoloniales. Cette réalité, elle la dénonce violemment en 2018 dans Noir n'est pas mon métier, un ouvrage collectif co-signé avec 15 autres femmes actrices noires ou métisses, parmi lesquelles Sonia Rolland, Eya Aïdara, Firmin Richard. La même année, les 16 femmes montent d'ailleurs les marches du Festival de Cannes pour se rendre visibles et médiatiser leur combat. L'idée, en venant ici sur les marches du Palais, c'est de rappeler qu'on est avant tout comédienne, on n'est pas des comédiennes qui sont en train de se plaindre, on est actrices et on voulait interpeller évidemment la presse française, la presse de notre pays, mais aussi la presse internationale, étrangère, parce que le monde est un village, que l'information se diffuse à toute allure et que la France a porte une identité très forte. Le monde entier regarde la France et pour les questions de diversité intéressent aussi, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et puis aussi sur le continent africain. Donc pour nous, c'était une façon de porter notre parole dans le monde du cinéma et de façon très officielle et diffuse. La libération de la parole. L'idée de Noir n'est pas mon métier naît en 2017. Aïssa Maïga regarde Ouvrir la voie, le documentaire d'une jeune réalisatrice et sociologue noire française, Amandine Gay. Face caméra, la réalisatrice demande à d'autres jeunes femmes noires de lui citer le nom de 5 actrices françaises noires. Stupeur. Elles ont bien du mal à répondre. Un seul nom revient, et donne d'ailleurs son nom à la séquence du film, Aïssa Maïga. Chacune se pose la question, chacune est dans le vide en fait. Et de temps en temps, mon nom ressortait et retentissait dans ce vide. Et ça m'a déclenché une colère qui est là depuis longtemps, parce que ça fait 20 ans que je suis comédienne, ça fait 20 ans que je traverse cette situation qui est quand même très étrange. On est dans un pays dans lequel il n'y a pas d'apartheid, vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas dans l'apartheid des années 70 en Afrique du Sud, et pourtant il y a de véritables blocages et des parties entières de la population qui se sentent vraiment marginalisées du fait de leurs différences physiques. Et donc ce texte est sorti vraiment comme j'avais besoin de sortir la tête de l'eau et d'exprimer ce que je ressentais. Et ensuite, donc, il y a eu tout ce mouvement que j'ai observé. Et j'ai observé toutes ces femmes qui prenaient la parole avec énormément de courage, qui racontaient les abus sexuels qu'elles avaient vécus, parfois des années auparavant, avec un courage que j'ai trouvé admirable, parce que ce sont des choses très difficiles à assumer, et à assumer en plus de façon publique. Et donc elles m'ont impressionnée. Il est évident que j'ai été imprégnée par l'atmosphère et cette libération extraordinaire de la parole des femmes dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et j'ai été aussi très surprise que ça vienne du monde du cinéma. Et j'ai été
admirative de l'ensemble des femmes qui se sont emparées de ça dans tous les domaines professionnels notamment. Noir n'est pas mon métier pose évidemment la question des femmes noires, de leur place. Mais pas seulement. Interroger cette place, c'est interroger tout un système de discrimination. Parler des actrices, même si elles sont noires en l'occurrence, c'est parler de toutes les actrices et c'est parler de la condition féminine. Parler des femmes noires, c'est parler de tous ceux qui ne sont pas blancs parce que ce qu'on vit, d'autres le vivent aussi. Donc j'avais envie de rester dans ce focus sur un groupe très particulier mais qui, par sa condition, se rapproche de ce qu'énormément de gens peuvent vivre. On a déjà beaucoup de témoignages de femmes qui disent voilà, moi je suis asiatique, je suis originaire d'Algérie, du Maroc ou d'ailleurs, je suis orientale, et on ne me propose pas de rôle normaux entre guillemets. Donc c'est vrai qu'il y a la question d'un regard posé sur la couleur de la peau noire, il y a des spécificités, mais finalement ce regard, c'est un regard qui marginalise énormément et pas que les femmes noires. Stéréotypes et invisibilité. Aïssa Maïga découvre son amour des planches au lycée. Une prof de français lui propose de tenir un rôle dans une comédie musicale. La jeune fille découvre sa vocation, mais garde ce désir un temps secret. Dans sa famille, pas d'acteur ou de métier du spectacle. Chez les Maïga, on est volontiers militant. Son père, qui disparaît tragiquement, il est assassiné quand elle a 8 ans, est journaliste politique. À 21 ans, elle se lance et la chance lui sourit. Elle décroche très vite un rôle aux côtés de Richard Boringer dans Sarah Cabot, un thriller de Denis Amar. Le chemin ne tarde pourtant pas à se compliquer. Les castings se raréfient. Quand il se présente, les regards l'interrogent étrangement. Mais pourquoi est-elle là ? Pense-t-elle vraiment pouvoir jouer le rôle de l'avocate ? Elle serait parfaite par contre pour jouer celui de la nounou. Aïssa Maïga comprend alors que son expérience s'inscrit dans un système. Ce qui m'intéresse, c'est pas le cas particulier, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble. Et dans cet ensemble, il y a des récurrences depuis très longtemps. Et les récurrences concernant les femmes noires dans le cinéma, ce sont des rôles extrêmement stéréotypés, que je peux lister très rapidement. Bon, la pute, elle est extrêmement récurrente. La femme de ménage, l'infirmière, souvent des rôles socialement subalternes. Et puis, l'autre chose, c'est l'invisibilité, l'inaccessibilité à certains rôles qui devraient, du fait de la nature des scénarios, être ouverts à tout le monde. Alors évidemment, il y a parfois des histoires qui demandent à ce que les personnages soient noirs ou soient blancs, etc., parce que ça raconte quelque chose. Mais quand le film n'est pas circonscrit d'un point de vue racial, comme disent les Américains, moi je ne vois aucune bonne raison pour que les castings ne soient pas ouverts. Et alors moi je ne pense pas être parano. Quand un réalisateur ne me choisit pas, je me dis que je ne corresponds pas à son désir, à son souhait, à sa projection. Et en plus, d'un point de vue très personnel, je reste assez privilégiée dans cet endroit d'entre-deux, où de temps en temps, quand même, j'ai des rôles qui pourraient être joués par une blonde, pour aller très vite. Pour la plupart des actrices non blanches, la situation se complique vraiment au moment de l'entrée dans le monde professionnel. C'est à cet instant, en effet, que se cristallisent les inégalités. Nous avons toutes bénéficié du même enseignement. Et puis dans les écoles, on passe forcément par l'apprentissage des textes classiques, etc. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on arrive véritablement dans le monde du travail, quand il s'agit d'obtenir vraiment des rôles et de travailler, ces mêmes rôles nous sont complètement interdits. Et la plupart du temps, les interlocuteurs ne sont pas vraiment capables d'expliquer pourquoi. Ils sont conditionnés. Ils sont dans l'idée reçue que Molière ne peut être joué que par des blancs. Autre inégalité criante qui peut concerner les actrices noires et plus généralement toutes les actrices non blanches, celle des salaires. Car même quand le rôle se présente, à rôle égal, elles seront souvent moins bien payées. Firmin Richard, dans le livre, le raconte très bien. Alors là, il ne s'agit pas d'une différence de salaire entre un homme et une femme, mais entre comédiennes, à statut égal, à notoriété égale. Et elle a eu le sentiment que c'était du fait qu'elle était noire et qu'elle était peut-être moins considérée comme une actrice à part entière, qu'elle touchait 5 fois moins que sa camarade. Dans le livre, nous avons décidé de ne citer aucun film, quasiment, parce que l'idée, ce n'est pas de pointer des individus, c'est de pointer un système. Une fois le constat dressé, quelle solution pour parvenir à davantage de diversité ? Faut-il s'inspirer d'exemples américains où la lutte pour les droits des minorités est bien plus ancienne et politiquement affirmée ? Faut-il, au contraire, s'atteler à trouver une réponse en cohérence avec les spécificités françaises ?
On écoute Aïssa Maïga. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui nous viennent des États-Unis. Ils ont une longue tradition militante, évidemment pour les droits civiques des Noirs, et aussi une longue tradition militante féministe. Après, je pense qu'on a vraiment une voix à porter, nous, Françaises, parce qu'on vit une réalité qui est différente et qu'on a d'autres challenges, qu'il y a des acquis qui ne sont pas encore les nôtres. Et effectivement, ce sont des sources d'inspiration, mais je crois beaucoup en la créativité française. C'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qu'on peut penser être plus à même de restituer leur réalité métissée, urbaine, etc. Donc je pense effectivement que ça viendra de là, mais il me semble aussi qu'il y a des scénaristes qui se sont autocensurés pendant longtemps, qui ont intériorisé l'idée qu'il fallait que leur personnage soit blanc, sinon leur scénario ne se vendrait pas. Si aujourd'hui, à ces gens-là, on dit qu'il y a la possibilité de raconter des histoires autrement, avec des castings plus larges, avec des points de vue différents, peut-être que ça va rallumer la flamme de la diversité en eux. Reste à savoir si l'évolution des mentalités sera suffisante pour provoquer le changement. Certains pointent la nécessité de mesurer la diversité et du recours aux politiques. Je m'interroge sur la pertinence des quotas. Beaucoup de gens en parlent, notamment chez les féministes dans le cinéma. Pour ce qui est de la diversité, on en parle assez peu, mais j'entends des voix qui s'élèvent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat. C'est l'idée de m'asseoir à la table avec les gens qui font le cinéma, producteurs, réalisateurs, financiers, scénaristes, etc., casting, pour discuter de la réalité qu'on vit et pour échanger et espérer dans l'échange, parce que je pense qu'on fera rien tout seul, dans l'échange, dessiner une voie qui sera, j'espère, très créative et qui sera peut-être celle des quotas, mais peut-être celle des politiques incitatives d'un point de vue financier. Ça peut motiver certaines productions. Et puis, il y a des exemples dont on peut s'inspirer aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, pour écrire notre propre histoire. Rendre visible. Un an après sa sortie, Aïssa Maïga et ses 15 co-autrices l'admettent volontiers. Elles ont été très surprises de l'accueil réservé à Noir n'est pas mon métier. Surprises de l'ampleur médiatique, bien sûr, qui révélait aussi en creux la gravité du problème, du tabou levé, mais également surprises de la dimension politique, de la capacité de ce texte et de ses idées à se propager dans la société. Réunies, leurs voix, leurs expériences ont fait écho. Cette visibilité-là, cette parole qui est portée, crée une identification. Alors je pense que évidemment, ça a un impact chez les jeunes de la diversité, mais moi j'ai été arrêtée par plein de jeunes et de moins jeunes aussi, qui ne sont pas, en tout cas, ne sont pas des minorités visibles, et qui disent être inspirés par cette parole, parce qu'ils se reconnaissent dans nos valeurs. C'est très encourageant parce qu'on se sent entendu, on a l'impression qu'il y a une maturité et une écoute très particulière de toutes les paroles féministes. Et pour moi, c'est très important, parce qu'un des dangers, je trouve, dans le développement des paroles féministes, c'est le fait que parfois elles n'incluent pas les différences ethniques, religieuses. Et pour moi, le combat féministe ne peut pas ne pas être incluant. Pour l'instant, j'ai l'impression que les féminismes sont un petit peu dans des quêtes de chapelle. Et je ne me reconnais pas encore, pour être très franche, dans un mouvement féministe qui inclurait toutes les différences. Moi, je me sens prête à discuter avec des femmes qui sont très différentes de moi, qui adoptent des points de vue, des modes de vie qui vont à l'encontre de ce que je désire pour moi. Mais je pense que c'est très important, surtout dans un pays comme la France qui est multiculturel. Voilà, c'est la fin de ce 4e épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait réagir et donné envie d'échanger. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux de Kering. J'invite celles et ceux qui auraient envie d'en savoir plus à consulter la playlist Women in Motion de la chaîne YouTube de Kering, sur laquelle vous retrouverez tous ces talks en intégralité et en vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain épisode avec cette fois Emilia Clarke. On parlera Game of Thrones bien sûr, femmes fortes et égalité salariale. Women in motion.